Richard Fandikian. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Nous interrompons le film « Le président de la République est mort ». Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce flash prononcé le visage blême par Philippe Arroir au beau milieu de l'homme de Kiev stupéfie les Français en ce 2 avril 74. David Lisnard, vous êtes maire Les Républicains de Cannes, également président de l'Association des maires de France. Vous publiez aujourd'hui Les leçons de Pompidou aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage coécrit avec Christophe Tardieu. Alors que l'on célèbre cette année le 50e anniversaire de la mort du deuxième président de la Ve République, vous en profitez pour souligner qu'avec son bon sens paysan et sa connaissance aiguë du fonctionnement de l'État, Georges Pompidou avait analysé avec une lucidité parfois très cruelle les difficultés à gouverner les Français, David Lisnard. Oui, entre autres, oui. En fait, ce que nous avons voulu montrer avec Christophe Tardieu, c'est que le président Pompidou est peut-être celui qui laisse la moins de traces, en tout cas dans les débats médiatiques, politiques, etc. Et pourtant, il fut le président d'une excellence française, dont les leçons, d'où le titre du livre, nous sont aujourd'hui utiles au XXIe siècle, parce qu'il ne s'agit absolument pas d'être dans la nostalgie ou de dire qu'il faut retourner au 30 glorieux, ça n'aurait aucun sens, et ce serait absurde tout simplement. Mais en revanche, de voir dans ce qui caractérisait le président Pompidou, vous avez parlé de bon sens paysan, mais il avait du bon sens, il était petit-fils de paysan, du Cantal, oui, fils d'instituteur, mais il était bien au-delà de ça, c'était l'archétype du mérite républicain, comme on pouvait encore le faire à l'époque. Il était major de l'agrégation de lettres, il avait fait normal sup, oui, et il avait cette dimension à la fois terrienne, mais aussi prospective. Il était le président qui était en symbiose avec la France, qui va créer le premier ministère de l'Environnement, mais qui parallèlement est le président, et qui avant était le Premier ministre, de l'industrialisation de la France. Sous Pompidou, entre 62 et 68, il est Premier ministre, puis ensuite président de la République. De 62 à 74, la France fait mieux que le reste du monde. Donc c'est pas qu'une question d'époque. C'est que, alors qu'aujourd'hui on est en déclassement économique et éducatif, on le voit dans régalien, eh bien à l'époque, la France avait une plus grande croissance que les États-Unis d'Amérique, que l'Allemagne, que l'Italie, qui était un pays aussi très prospère, que la Suisse. On avait une progression du revenu par habitant qui était supérieure à tout le reste du monde. Il n'y a que le Japon qui était la grande puissance montante, avec la France, qui est arrivée certaines années à faire mieux. Donc, c'était de montrer, d'essayer d'analyser en quoi il y avait une façon de diriger l'État qui était performante et qui permettait à notre pays d'être fidèle à ses racines, mais aussi d'être tourné vers l'avenir. Alors vous dites aussi qu'alors qu'il était sans doute le président de la Ve République le moins connu des Français, Georges Pompidou est resté très populaire jusqu'à la fin, sans jamais être dans la posture, dites-vous, ou dans le narcissisme théâtral. Ah oui, oui. D'ailleurs, en travaillant le livre, en relisant toutes les conférences de presse, en écoutant pendant toutes les conférences de presse, en relisant toutes les interviews, Pompidou, il y a des moments où il y a de la mise en scène, hein, on le voit avec sa femme dans la maison d'Orvilliers, mais même dans ces moments de mise en scène, c'est frappant, il faut le regarder, le personnage est authentique. Dans ses conférences de presse, il a un langage qui est parfois brutal, qui est toujours très correct. Il n'est jamais prétentieux, il n'y a jamais de jargon, alors qu'il avait une maîtrise du français parfaite. Il a un langage simple, mais il dit des choses très très brutales qui auraient pu heurter l'opinion. Et pourtant, il reste très populaire. C'est le président le plus populaire jusqu'à la fin. Il sera même plus populaire que le général de Gaulle, oui, simplement parce que tout ce qu'il dit est à la fois très franc, très direct, mais toujours respectueux. Il n'y a jamais de condescendance, il n'y a jamais de mépris. Et donc il crée de la confiance. Qu'on soit d'accord ou pas avec tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, il crée de la confiance et du respect. Et ça, c'est tout le contraire du théâtre d'ombre dans lequel est la politique nationale depuis une trentaine d'années, et puis notamment ces dernières années. On voit bien que les séquences de com se succèdent aux séquences de com sans aucune évaluation. Et si vous voulez, la communication, elle fait partie de la politique, mais elle ne peut pas se substituer à la politique. Et malheureusement, quand la politique ne devient que marketing et que volonté d'occuper l'agenda par souci de communication et par souci narcissique, c'est une des causes
et une des expressions de la crise grave de la démocratie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors vous ne cachez pas non plus votre admiration pour le président Pompidou, capable de répondre lors d'une conférence de presse en citant des vers de Paul Éluard, en réponse à une question sur le suicide en 69 de Gabrielle Russier, une enseignante condamnée à 1 an de prison avec sursis pour avoir aimé l'un de ses élèves, fils d'un père footballeur et d'une mère danseuse de ballet, maire de la ville qui reçoit le plus grand festival de cinéma du monde, qui va commencer d'ailleurs sa prochaine édition dans quelques jours. La culture nous sauvera. C'est le titre du livre que vous aviez publié il y a 3 ans, toujours avec Christophe Tardieu, dans lequel... Pardon ? Déjà avec Christophe Tardieu. Voilà, déjà avec Christophe Tardieu, dans lequel vous affirmiez que la France doit être la patrie de la culture. Alors le livre était dédié, ce n'est pas anecdotique, à Samuel Paty et à toutes les victimes de l'obscurantisme. Alors en quoi, David Lisnard, la culture, pour reprendre vos termes, est-elle puissante, profonde, utile, nécessaire ? Alors tout d'abord, juste un petit rectificatif, oui. Ça vient des pages, je ne vais pas citer, d'un site très connu sur le web. Ma mère n'était pas danseuse de ballet, elle était danseuse étoile. Voilà. Danseuse étoile, pardon. Et mon père était footballeur professionnel. Oui, mais, pour revenir à votre question, la culture, pour reprendre un vocable qui accompagnait tristement la politique française, qui était un délire un délire administratif et bureaucratique pendant le Covid, la culture est un bien essentiel. Pourquoi c'est un bien essentiel ? Tout simplement parce que l'être humain est une symbiose entre la nature et la culture. Il n'y a pas d'autre espèce animale, n'en déplaise aux antispécistes, il n'y a pas d'autre espèce animale qui prie, la prière est le propre de l'homme, qui se projette, qui fait des ruptures. Toutes les autres espèces animales se reproduisent, se défendent et s'adaptent. L'être humain, il fait bien plus que cela, il fait des ruptures artistiques. Il a une transcendance, une croyance, la religion, une spiritualité. Il fait de la politique. Et donc la culture, par définition, c'est un acte de rupture. C'est un acte qui caractérise, qui définit l'humanité. Et donc toute atteinte à la culture, c'est une atteinte à l'humanité. Et puis de façon très simple, le fait de permettre à des individus de devenir des personnes humaines, c'est-à-dire d'exercer leurs responsabilités, c'est-à-dire leur liberté, se fait très souvent par la capacité d'acquérir un capital qui est un capital culturel et qui peut être un capital intellectuel, un capital de savoir et de possibilités de création. Quand on crée, quand on a des projets, on échappe au malheur. Quand on se crée un capital culturel, intellectuel et de savoir, on échappe au déterminisme social. Ce capital-là, il est encore plus important que le capital financier. Et c'est toute la grandeur d'ailleurs de la civilisation occidentale, la civilisation européenne, la civilisation française, mais aussi, je crois, de l'universalisme républicain, que d'avoir dit que ce capital-là doit et peut appartenir, si on en fait l'effort, car c'est une culture de l'effort, il ne peut pas y avoir d'élévation sans effort, appartenir à chacun, quelle que soit son origine, son sexe, son âge, etc. Et donc cette vision-là, elle est à la fois conceptuelle, mais elle est aussi très concrète. Je pense qu'elle est très nécessaire aujourd'hui face aux démons que nous affrontons, le totalitarisme islamique, le wokisme avec l'indigénisme, le racialisme, tout ce qui enferme dans des trappes identitaires, dans des replis identitaires, dans du sectarisme. Eh bien, tout ce qui permet à l'être humain d'assumer ce qu'il est naturellement, ce qu'il est aussi par ses origines culturelles, donc c'est une évidence, mais aussi de faire un pas de côté et de se constituer un substrat qui lui appartient, qui est à la fois individuel et universel. Donc c'est ce qui est grand, c'est ce qui est fort, c'est ce qui est beau. Ça ne suffit pas à la joie, au bonheur, etc. Mais c'est une condition essentielle pour l'élévation individuelle, par l'effort, par l'apprentissage, qui nécessite du temps, qui nécessite de la rigueur, et à la fois horizontale, parce que c'est un lien social. Les liens culturels, indéniablement, favorisent les échanges, d'ailleurs comme les échanges commerciaux, favorisent une approche un peu plus apaisée de la société et un peu plus homogène de la nation. Donc pour moi c'est essentiel pour qu'on retrouve une nation française qui soit à la fois fière d'elle-même sans être recroquevillée et sans être sectaire. On a besoin d'un substrat culturel commun autour notamment d'œuvres artistiques. C'est pas simplement le savoir, c'est aussi les grandes œuvres de l'esprit, et que l'œuvre d'art, tout n'est pas culture, tout n'est pas artistique,
il y a des activités qui sont du divertissement, elles ont leur utilité aussi, hein, mais elles ne sont pas artistiques. Il y a des activités qui sont de l'amusement, hein, les jongleurs de rue, c'est très sympa, il en faut, il n'y a aucune hostilité, mais ce n'est pas une activité de création d'une œuvre qui résiste à son auteur. L'œuvre d'art, c'est ce qui résiste à un auteur, c'est ce qui dépasse le temps. C'est une brèche entre le passé et le futur. C'est comme ça qu'Hannah Arendt définissait l'humanité et la création artistique. Mais alors, vous nous confirmez, David Lisnard, qu'il existe bel et bien une culture française? Bon, moi, je ne veux pas le confirmer, je crois que c'est une évidence. Il y a une vibration française. Si on ne la ressent pas, c'est qu'on ne ressent pas grand-chose du pays. C'est une culture qui évolue, évidemment. C'est pas une culture fossilisée, pourvu qu'elle ne le devienne pas. C'est une culture vivante, mais il y a une vibration, il y a une esthétique, il y a une poésie française que l'on retrouve de façon, dont la quintessence, si vous voulez, qu'on retrouve de façon extrêmement puissante dans le classicisme, par exemple. Il y a un classicisme français qui résiste aux époques, bien sûr le classicisme du grand siècle, hein, mais vous voyez, pour vous donner quelques exemples, quand on parle de culture universelle, la musique par exemple. Si on prend les musiques des 100 dernières années, quand vous prenez les Beatles, phénomène mondial, absolu. Si vous prenez les Clash, groupe magnifique, mondial. On reconnaît, c'est mondial, les Beatles, vous les entendez partout, et c'est pourtant totalement britannique. Totalement. Les Beatles n'auraient pas pu être français ou italiens, quoi, ou voilà. C'est totalement britannique. Et ben c'est ça la culture. C'est à la fois enraciné, révélateur d'un groupe, d'une nation, mais c'est universel. Dans les musiques encore plus récentes, ce qu'on a appelé avec un anglicisme, hélas, la French Touch, mais toute l'électro, quand vous écoutez à l'époque, souvenez-vous, une vingtaine d'années, Saint-Germain, R, qui était un truc vraiment absolument génial, et tant d'autres, Daft Punk. Daft Punk, c'est totalement mondial, le monde entier connaît Daft Punk, et Daft Punk, il y a une esthétique dans la musique française électro, qui vient de Pierre-Henry, qui vient des années 60, qu'on reconnaît dans le monde entier. Il y a une sonorité française. Le patrimoine bâti, quand les villes françaises, vous prenez les Bordeaux, vous prenez Paris, enfin, pour prendre des villes particulièrement emblématiques, il y a un classicisme, il y a une élégance, française qui est magnifique. L'Angleterre a son identité. Regardez l'Italie, qui est un pays de patrimoine, l'Allemagne, en fait, le monde entier. Et si on quitte le continent européen aussi, également, évidemment, la culture japonaise, elle est totalement incarnée, elle est totalement révélatrice de la nation japonaise, et elle est totalement mondiale. En tout cas, par certains aspects, dont les mangas, mais tant d'autres, hein, le cinéma, la littérature, la culture russe, prodigieuse. Donc, évidemment, il y a une culture française, et on ne pourrait pas prétendre assumer une fonction au sommet de l'État si on n'avait pas ça dans les tripes. En substance, quelle aura été l'empreinte que Georges Pompidou aura laissée dans l'histoire contemporaine de ce pays et comment s'en inspirer dans les années à venir, David Issa? Ça fait l'objet de tout le livre qu'il faut absolument lire, donc oui. Achetez Les leçons de Pompidou aux éditions de l'Observatoire par Christophe Tardieu et votre serviteur. Et donc on parlait de culture, bien Pompidou, c'est le président, après l'œuvre majeure de Gaulle et de Malraux, qui va mettre l'art contemporain, qui va faire rayonner dans le monde entier l'art contemporain français, et qui ne va jamais opposer l'art contemporain à l'art ancien. Jamais. D'ailleurs, il dit très bien, on le cite dans le livre, qu'il a acheté des Nicolas de Staël parce qu'il trouvait ça beau, mais il l'a acheté aussi parce que c'était beaucoup moins cher qu'un Vermeer. Autrement, il aurait acheté volontiers un Vermeer, s'il avait eu les moyens. Donc, c'est le président de la réussite au mérite, au travail, à l'effort, de l'équipement, et qui va le premier exprimer la crise de la civilisation dans laquelle nous sommes de façon pleine et entière au XXIe siècle, avant tout le monde, dans son discours de Chicago, qui est un discours vraiment particulièrement clairvoyant, dans le Nœud gordien, bien sûr, qu'il écrit entre Matignon et la présidence, dans le discours de Saint-Flour, un des discours de Saint-Flour, il va poser la crise de la civilisation occidentale. Il va affirmer la nécessité d'équiper en biens matériels les foyers français. Il est le président de l'industrie, de la machine à laver, de l'automobile, etc. Mais aussi, il dira très bien, comme Saint-Ex, et c'est certainement un grand apport de la culture chrétienne, de dire que le matérialisme ne peut pas faire une fin de vie, et ne peut pas faire une finalité de vie, hein, une fin à tous les sens du terme d'ailleurs. Et donc, à ce titre, cette leçon philosophique, c'est le dernier chapitre du livre, elle est particulièrement présente. Il a aussi, de façon plus prosaïque, une façon de diriger l'État en mode projet,
en ne se laissant pas dévorer par l'administration, en respectant l'administration, mais en rappelant le rôle du politique, c'est-à-dire de la démocratie, de la souveraineté, particulièrement pertinente. Il rappelle les nécessités du libre-échange. Quand j'entends les délires dits par certains, y compris à droite là-dessus aujourd'hui, il faut revenir à nos fondamentaux, y compris gaulliens. Il y a on fait dire n'importe quoi à De Gaulle ou à Pompidou. Donc il rappelle les vertus du libre-échange, les vertus bien sûr de la réciprocité dans les échanges, mais que pour être bon dans le libre-échange, il faut être compétitif, donc il faut être puissant, donc il faut travailler et investir. C'est un président qui rappelle que la joie, le bonheur, un terme qu'il utilise beaucoup, vient d'une cohérence collective et d'une espérance collective et d'un effort individuel. Et il le décline par sa façon d'être, par sa façon de diriger le pays et tout simplement par ses résultats. C'est le président du pragmatisme dans l'action et de la constance des principes dans la direction du pays. Et ça, c'est la plus belle des leçons. Être constant dans les principes, savoir sur qui l'on tombe, et être pragmatique dans l'exécution des choses et avoir le sens du concret de l'exécution. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui au sommet de l'État. Alors, dernière question, David Lisnard, on entend sur la croisette, il faut bien le dire, des éloges dithyrambiques vous concernant. Il est parfait, c'est un homme de parole, de droiture. La ville n'a jamais été aussi bien tenue depuis qu'il est là. Alors, vous avez été aussi le maire le mieux élu de France, figure montante des Républicains. Vous continuez à 55 ans de tisser votre toile sur l'échiquier politique. Alors, pourfendeur du social-étatisme, vous avez commencé jeune. J'ai de l'ambition, disiez-vous. Depuis que je suis gamin, au lycée, je voulais être maire de Cannes. Ça, c'est fait. Et de ce côté-là, visiblement, vous réussissez visiblement plutôt bien. Alors, dernière question que je vous pose. Est-ce que gamin, vous rêviez aussi d'être président de la République ? Alors, sur la première partie de l'intervention, être maire, c'est tous les matins remettre le fer à l'ouvrage. Cannes est une ville très contrastée, vous le savez. Oui. Une ville qui a un taux de pauvreté très élevé, qui a plus de 21%, historiquement pauvre, tout en étant prestigieuse, avec des quartiers très, très prestigieux. Et j'ai eu effectivement cette immense responsabilité d'être réélu face à 4 listes et en faisant 88%. Mais si vous voulez, je repars à zéro tous les matins, quoi. Moi, j'ai une formidable équipe. J'ai toujours cherché à m'entourer de gens compétents et meilleurs que moi et des gens qui aiment le boulot et honnêtes. Et j'ai la chance d'avoir cette équipe-là. Et donc, ce qui est vrai, qui était vrai hier n'est jamais vrai demain. Il faut bosser, il faut se remettre en cause. Et si demain il y a une élection municipale et que je me représente, évidemment, je repasse au score et on repartira à zéro. Sur le reste, j'ai tout dit. C'est-à-dire, quand je dis que j'ai pas les limites de l'ambition, mais j'espère que tout le monde est comme ça, sauf les limites de la décence, de la pudeur et de la capacité. Donc je me lève pas le matin en me disant comment je vais être président de la République. En revanche, j'ai des gosses, j'espère être grand-père, je suis en âge de l'être maintenant, et je voudrais que mes enfants et mes futurs petits-enfants puissent avoir des projets d'espoir, de prospérité en France, puissent se dire que d'être dans un pays non seulement en sécurité, mais aussi en liberté, et dans un pays qui assume son passé, ses origines, sa tradition, son mode de vie, tout en étant tourné vers l'avenir, un pays bien dans le XXIe siècle, un pays de la créativité à l'époque de l'intelligence artificielle, un pays qui avait une ambition au sein de l'Europe, dans la robotique, dans la physique quantique, dans les nanotechnologies. Bref, qu'on construise la France du XXIe siècle. Et donc, pour ça, moi, je ferai tout ce que je peux. C'est-à-dire qu'on a créé un parti qui s'appelle Nouvelle Énergie. Il y a plein de gens bien qui me rejoignent, qui viennent de partout. On a développé un credo. C'est la première chose que l'on trouve quand on va sur le site. On dit qui nous sommes. Je ne cherche pas à séduire, on essaie de convaincre, et on espère convaincre un maximum de personnes, évidemment, mais sans tomber dans la séduction, mais plus dans l'argumentation. Et aujourd'hui, on est dans une période très très particulière. La France a tout pour être un Eldorado, être un pays particulièrement prospère, et pourtant, notre pays est en déclassement dramatique économique. On est passé du 7e rang par habitant au 27e rang par habitant en création de richesse. En 40 ans, ça va très vite. On est des cancres sur le plan éducatif, alors que nous devrions être une grande puissance éducative et culturelle. Notre justice s'effondre. On a le record de la dépense publique et on a une pénurie sur les services essentiels, parce qu'il faut moins de bureaucrates et plus de policiers et d'infirmiers, si vous voulez. Donc le tout, c'est de monter en capacité de politique il faut des moyens, il faut des troupes, il faut gagner en notoriété, en crédibilité, pour proposer une alternative
qui soit une refondation et qui recrée une espérance pour la France. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Nouvelle Énergie. Mais il n'y a pas de plan de route. C'est tellement une épopée, c'est tellement difficile, c'est tellement aléatoire. Je me concentre sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire le travail, les idées, le corpus d'idées, et d'essayer de montrer à tous ceux qui veulent s'en sortir et qui veulent que la France s'en sorte, qu'on se retrousse les manches avec des gens capables de gérer la complexité, de faire une équipe qui puisse relever le pays, redresser le pays, une équipe baroque, quoi, de gens volontaires, d'horizons différents, mais qui tous ont pour point commun d'aimer la France, d'être honnête, de bosser, et puis d'être un peu à part, un peu iconoclaste, un peu de faire bouger les lignes, quoi. Et ça, il faut vraiment réussir ça, parce qu'autrement on va vers de la violence, et j'ai peur qu'au-delà du déclassement, on soit vraiment dans la déliquescence et la décadence, et il faut absolument l'éviter. Je rappelle le titre de votre livre, Les leçons de Pompidou, aux éditions de l'Observatoire, ouvrage dans lequel vous évoquez les années Pompidou, celles d'une économie florissante, sans chômage de masse, année de la transformation de la France qui épousait alors tous les progrès. Merci David Lisnard. Merci beaucoup à vous, merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Richard Findiquian.